Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire à la découverte de l'économie sobre en carbone, présenté dans le cadre de la semaine de l'économie verte. D'ailleurs, on va en profiter pour remercier beaucoup Ecotech de nous avoir invités à se joindre à cette semaine-là. Alors, on attend environ 70 personnes qui se sont inscrites pour le webinaire, peut-être un peu moins arriveront ce matin. En attendant l'arrivée de tout le monde, je vais faire juste quelques petites notes de logistique. Soyez pas surpris, les écrans de tout le monde ont été désactivés, donc ça nous permet vraiment de minimiser la bande passante qu'on utilise collectivement pour ce webinaire. Je vous invite à vous familiariser avec les fonctions au bas de votre écran. Donc, pendant le webinaire, on va parfois vous inviter à utiliser la fonction chat pour échanger avec nous en réponse à certaines de nos questions. Il y aura une fonction de sondage qui va apparaître sur l'écran au moment voulu. On a également la fonction Q et A, questions et réponses, qui est activée. Donc, à nos côtés, Jérémy est là pour répondre à toutes vos questions tout au long du webinaire. Et à la fin du webinaire, on a prévu également une petite période pour des questions là, en live avec vous. Également, à nos côtés, il y a Élise pour s'assurer que toute la logistique fonctionne bien. Donc, merci beaucoup à Jérémy puis Élise à nos côtés ce matin. Le webinaire est enregistré. Donc, la rediffusion sera disponible sur le site de la semaine de l'économie verte. On va être ensemble pour les 45 prochaines minutes. Donc, sans plus tarder, je me présente. Je suis Anne-Josée Lacaire, directrice générale de Québec Net Positif. Et à mes côtés pour ce webinaire, co-initiateur de PME sobre en carbone, Pascal Geneviève. Pascal? Merci, bonjour Anne-Josée. Donc, Pascal Geneviève, directeur général chez CCG. CCG, en quelques mots, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes une société québécoise dont la mission est d'être des acteurs du changement pour permettre donc aux organisations comme les PME de mettre en place des actions à impact positif et pour créer une communauté résiliente au changement climatique. Nos expertises couvrent l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme le programme PME sobre en carbone, mais également l'adaptation au changement climatique, la gestion des conséquences. Également, nous initions et gérons des projets d'accélération de cette transition. Et puis, nous donnons de la formation à l'intention des professionnels, notamment sur les sujets liés à l'adaptation, à la comptabilité des GES, au marché du carbone et autres. Merci beaucoup. Bienvenue. Puis pendant le webinaire, Pascal et moi allons s'échanger la présentation un peu à tour de rôle. De notre côté, chez Québec Net Positif, qui nous sommes? Nous sommes un organisme à but non lucratif, un laboratoire d'idées et notre raison d'être, essentiellement, tous nos efforts sont axés vers l'accélération de la transition de l'économie québécoise vers un avenir sobre en carbone. Particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est de sensibiliser, mobiliser et outiller les entreprises et particulièrement les PME. Donc, je voudrais souligner que ce webinaire et en fait l'ensemble de PME sobre en carbone vous est présenté grâce à l'appui de Desjardins et c'est un programme qui est financé en partie par le gouvernement du Canada. Nous en profitons pour remercier aussi tous nos collaborateurs, donc la BDC, Investissement Québec, Finance Montréal, Groupé Mauricie-Rive-Sud, PME Montréal Est de l'île, Pivot de l'initiative systémique de McGill pour la durabilité et l'Office national du film du Canada, ainsi que CDP et l'ADEME. Les rendez-vous de PME sobre en carbone, ça va se passer toute l'année. On a commencé nos efforts au courant du mois d'avril et c'est le premier webinaire aujourd'hui dans le cadre de la semaine de l'économie verte. On va tenir une dizaine de webinaires au cours de l'année, donc ce sont nos rendez-vous. On aura également 3 tables rondes ainsi qu'une grande conférence pour un peu clôturer l'année en février 2022. Et ce matin, notre objectif, ce qu'on veut faire avec vous, c'est vraiment de piquer votre curiosité, stimuler votre intérêt par rapport à l'économie sobre en carbone, mais certainement l'ensemble des efforts de l'année, c'est pour vraiment encourager le passage à l'action, la réduction de gaz à effet de serre par des PME. Et essentiellement, c'est 3 choses qui nous allument. Là. On veut vraiment aider les PME à être prêtes pour un avenir sobre en carbone, les aider à réduire leurs émissions de GES, puis s'assurer que les PME vont être en mesure de prospérer pendant la grande décennie de transition qui s'amorce cette année avec l'année 2021.
Donc, pourquoi s'intéresser tant à la transition des PME? C'est la question qu'on nous pose régulièrement depuis l'annonce de notre programme PME sobre en carbone, mais particulièrement parce que chez Québec Net Positif, on a fait une cartographie de tout l'écosystème de l'économie sobre en carbone au Québec. On a regardé les secteurs qui sont appelés à croître dans un avenir sobre en carbone, ainsi que tous les secteurs économiques qui sont des leviers comme la finance durable, le talent, par exemple, les chaînes d'approvisionnement responsables. Et quand on regarde l'ensemble de l'écosystème, comme c'est le cas pour l'économie, les PME sont partout. Les PME jouent un rôle crucial et même les plus petites entreprises, donc moins de 100 employés, constituent tout près de 2 millions d'emplois dans la province. Donc, on entend souvent dire de la part des PME, des plus petites entreprises dont environ 35 c'est moins que 4 employés, on entend souvent dire, bien, on est tout petit, même si on essaie de faire un effort, ça ne fera pas une grande différence. Mais quand on y pense collectivement, puis on voit l'impact du nombre d'employés en entreprise qui travaillent dans des PME, on réalise toute la force de frappe des PME lorsque, ensemble, elles s'attaquent au changement climatique. Et c'est vraiment ce qu'on veut transmettre comme message et pourquoi on veut les outiller, parce qu'on réalise combien, ensemble, elles ont tout un impact potentiel sur l'économie. Donc, sans plus tarder, après cette introduction, on va parler du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'une économie sobre en carbone? Pascal? Merci Anne-Josée. Effectivement, la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que ça, une économie sobre en carbone? Eh bien, c'est une économie dans laquelle tout ce qui est la pollution au gaz à effet de serre a été constamment réduite. Et pourquoi cela? Parce que ça permet de stabiliser le climat. On va vous montrer par la suite quelques événements liés au changement climatique. Et dans ce contexte-là, ça permet d'avoir des entreprises durables, des entreprises qui ont une pérennité. Et on sait bien que c'est au cœur des préoccupations, notamment des PME au sein d'une économie qui se veut prospère, donc qui a une certaine activité et qui se veut résiliente. Et le thème de la résilience est un sujet qui nous touche tous, notamment depuis ces derniers mois. Eh bien, on parle également de résilience dans un contexte lié au changement climatique. Alors, on veut avoir une forme d'interaction avec vous et on vous propose de nous faire part dans le chat, qui est aussi donc la boîte conversée. On vous demande en fait quels sont les indices ou les éléments que vous avez observés qui démontrent déjà que on est dans une transition vers une économie sobre en carbone. Donc, vous avez la boîte conversée et on vous invite à mettre des éléments que vous avez observés qui vous parle et qui illustre le fait qu'il y a déjà un mouvement en cours vers une économie à faible émission de carbone. Donc, la boîte chat ou converser est accessible dans votre menu. On attend vos contributions. Alors, je vois plan d'adaptation et de réduction de gel dans les municipalités, mise en place plus de voitures électriques, construction du tramway de Québec, industrie automobile qui va vers des véhicules électriques. Oui, je vois beaucoup de références au domaine de l'électrification des transports, effectivement, engagement des gouvernements, l'initiative Compétivert dont on va parler par la suite. Ok, eh bien, on voit que on parle d'incitatifs gouvernementaux, la taxe carbone. Alors, je vois que vous avez été nombreux à indiquer des éléments, puis la rapidité avec laquelle vous les avez mis de l'avant montre que vous vivez déjà cette transition, du moins vous la percevez. Effectivement, il y a plusieurs éléments qui montrent que ça a déjà démarré. Plusieurs d'entre vous ont mentionné l'implication politique, c'est-à-dire notamment à travers le plan pour une économie verte qui a été annoncé en fin d'année dernière par le gouvernement du Québec, qui couvre l'ensemble des dimensions de l'économie, que ce soit l'énergie, le transport, l'alimentation, les villes et les bâtiments, l'aménagement du territoire, mais aussi l'approvisionnement et la consommation responsable. Alors, on va passer assez rapidement sur quelques exemples marquants d'entreprises ici au Québec qui embrassent cette transition sobre en carbone. Il y a l'entreprise Lion Électrique
qui produit des véhicules lourds électriques, 100% électriques, l'entreprise Efenco, qui est aussi sur l'électrification des véhicules lourds, et plusieurs entreprises québécoises vis-à-vis des circuits de recharge électrique avec des bornes. Donc, on voit qu'il y a une implication d'entreprises ici au Québec vers cette économie sobre en carbone. Quand on regarde aussi un des défis de cette électrification, c'est le recyclage des batteries. On a ici un exemple avec l'entreprise Lithium qui investit massivement pour préparer cette phase quand on va avoir toutes ces batteries qui vont arriver en fin de vie pour pouvoir les recycler avec le soutien du gouvernement du Québec. On a également les municipalités qui s'engagent. On prend ici l'exemple de la ville de Montréal qui a sorti son plan climat 2020-2030 et qui, comme beaucoup de municipalités au Québec, et vous l'avez mentionné, mettent en place des mesures de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Il faut voir que les municipalités, ce n'est pas seulement leurs activités propres, mais c'est aussi leur territoire et elles vont de l'avant en incitant les acteurs du territoire à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, comme les entreprises qui s'y trouvent. Parmi vos coups de cœur dont vous nous avez fait part dans le formulaire d'inscription, il y a plusieurs personnes qui ont mentionné des entreprises carboneutres, dont Aldo. On a les pharmacies carboneutres certifiées au Québec, donc plusieurs pharmacies certifiées au Québec. Et d'autres exemples avaient été aussi notés sur la carboneutralité. Et parmi les coups de cœur, qui est un coup de cœur pour nous aussi chez Québec Net Positif, l'entreprise GAG SAT qui s'est démarquée aux tout dernières Mercuriades très récemment. C'est une entreprise québécoise qui mesure les émissions de méthane grâce à des satellites un peu partout dans le monde. Le méthane est un gaz à effet de serre important. Puis ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en mesurant les fuites, l'équipe de GAG SAT peut communiquer avec les entreprises qui sont émettrices de ces fuites-là, parfois même sans s'en rendre compte, et puis colmater les fuites. Donc, on a ici l'exemple d'une entreprise qui est ici au Québec, une entreprise québécoise qui contribue à réduire les gaz à effet de serre partout sur la planète, bien au-delà des limites de la province. Et ça, c'est un impact que nous, on appelle un impact net positif, donc un très bon exemple du potentiel des entreprises québécoises de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, non seulement dans leurs propres opérations, mais également bien au-delà, soit en vendant des technologies propres ou en mettant de l'avant des innovations technologiques un peu partout dans le monde. À chaque fois qu'on travaille sur la réduction des gaz à effet de serre, on s'inscrit dans un des objectifs de développement durable, qui est l'objectif principal sur lequel Québec Net Positif travaille, l'objectif numéro 13, les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Les objectifs de développement durable des Nations unies sont très importants. Il y en a 17, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une interdépendance entre eux. Donc, quand une entreprise travaille sur la réduction des gaz à effet de serre, ça permet d'améliorer la qualité de la vie aquatique, la vie terrestre, ça permet d'augmenter la biodiversité. Également, ça rend des villes plus durables, ça contribue à de l'énergie propre. Donc, nous, chez Québec Net Positif, on fait partie de la coalition Accélérer 2030 pour le Québec. Donc, une coalition d'entreprises, d'organisations et d'individus qui souhaitent l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030 pour le Québec. Donc, une économie qui va être, oui, plus verte, davantage sobre en carbone, mais également plus juste, où on va avoir de l'inclusion, une lutte contre la pauvreté, des entreprises prospères, puis une durabilité de ça dans le temps. Je vais passer la parole à Pascal là-dessus parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont impliquées, comme on vous a donné dans les coups de cœur que vous avez soulevés. Puis voici la question qu'on se pose maintenant. Merci Anne-Josée. Donc toujours pour continuer avec des échanges, on vous propose un sondage. Et la question du sondage est quelles sont les motivations des entreprises pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre? Donc si vous êtes en entreprise, quelles sont vos motivations pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre? Donc on vous laisse un gros 30 secondes pour répondre au sondage que vous avez devant vous. N'oubliez pas de cliquer soumettre en bas du sondage. Donc, nous avons plusieurs options. Renforcer la réputation de votre entreprise, reconnaître la science qui démontre que la réduction des GES est une urgence à l'échelle mondiale, arrimer les opérations de l'entreprise à vos valeurs personnelles,
faire votre part pour contribuer à réduire les risques d'événements climatiques extrêmes, stimuler le sentiment de fierté et d'appartenance de vos employés, répondre aux attentes et fidéliser votre clientèle, améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire vos coûts d'opération, saisir de nouvelles occasions d'affaires, renforcer la résilience de votre entreprise ou réduire votre dépendance aux énergies fossiles. Alors, est-ce qu'on peut avoir les réponses du sondage? Alors, au niveau de réponse, la première motivation qui est renforcer la réputation de votre entreprise qui ressort en tout premier. On perçoit donc l'enjeu de comment vous êtes perçu de l'externe en prenant en compte cet enjeu. On voit qu'on a derrière, pas très loin derrière, arrimer les opérations de l'entreprise à vos valeurs personnelles et faire votre part pour contribuer à réduire les risques d'événements climatiques. Et on avait en fait un peu plus bas, à 143%, améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire vos coûts d'opération. Donc les coûts ressortent également juste derrière la réputation. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Alors, on va parcourir maintenant quelques motivations qui sont ressorties également. Les changements climatiques se manifestent notamment à travers des événements climatiques extrêmes. Donc, vous avez tous en mémoire les inondations du printemps 2017, où à ce moment-là, on pensait que c'était des inondations assez majeures et assez significatives. Et 2 ans plus tard, on revivait la même expérience dans le sud du Québec avec un niveau supérieur d'intensité. Tout le monde se rappelle de Saint-Marthe-sur-le-Lac. Alors, les changements climatiques se manifestent par ce genre de phénomènes extrêmes qui sont liés à une augmentation de l'intensité des précipitations que l'on vit déjà. En même temps, et ça peut paraître paradoxal, mais en fait, on voit déjà des vagues de sécheresse qui sont plus intenses. On l'a vécu en 2020, alors qu'on avait déjà eu une vague de sécheresse en 2018. Et en 2020, on battait un certain nombre de records de température dans de très nombreuses villes du Québec, avec des conséquences autant pour la santé des personnes que pour certaines activités économiques, comme dans le domaine de l'agriculture, qui ont vu le prix du fourrage augmenter, la difficulté pour certains éleveurs de s'approvisionner. Donc des conséquences très concrètes pour les entreprises dans ce domaine-là. Quand on regarde l'avenir, on utilise des modèles climatiques pour se projeter dans l'avenir. Et un des indicateurs que l'on peut regarder, c'est le nombre de jours où il va faire plus de 30 degrés. Quand on regarde les modèles développés par Ouranos, un centre spécialisé ici au Québec, on peut noter qu'on pourrait aller d'ici le milieu du siècle, si on reste sur le scénario actuel, sur la trajectoire actuelle, avoir 28 jours supplémentaires où il va faire plus de 30 degrés dans le sud du Québec, avec des conséquences sur la santé des personnes notamment. Alors, les gaz à effet de serre, très rapidement, comment est-ce que ça fonctionne? On reçoit l'énergie du solaire et en fait, l'atmosphère est composée de plusieurs gaz, dont ces gaz à effet de serre. Il faut voir ça comme une couverture qu'on a sur la Terre qui va emprisonner une partie de ce rayonnement solaire pour maintenir la température à peu près 15 degrés de moyenne, ce qui permet à la vie d'exister telle qu'on la connaît. Et il se trouve qu'à travers nos activités, on émet une quantité supplémentaire, on rajoute en fait ces gaz dans l'atmosphère et c'est un peu comme si on rajoutait une couverture supplémentaire. Et donc, on amène à augmenter la température globale. Et c'est un peu comme si, attends Anne-Josée, si tu veux revenir à la précédente, c'était un peu comme si on avait de la fièvre en quelque sorte, et chaque degré supplémentaire, c'est un degré d'inconfort. Les gaz, très rapidement, on parle du CO2 qui est notamment lié à la combustion de carburant, mais également à la déforestation, le méthane plus lié à des activités d'agriculture. Alors, cette diapo est là pour illustrer que l'ensemble de nos activités émettent des gaz à effet de serre, et donc on peut réduire ces gaz à effet de serre. Alors,
vous avez tous entendu parler de l'accord de Paris qui vise à maintenir cette élévation de température à pas plus que 2 degrés. Bien, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on continue sur la trajectoire actuelle, on va avoir beaucoup d'impact des changements climatiques, comme on l'a vu. Et chaque effort de réduction va permettre de rééquilibrer, si on veut, cette balance. Et tous les efforts de réduction que l'on va poser vont permettre de réduire les impacts des changements climatiques. Et donc, au niveau politique, il a été décidé qu'on doit éviter de dépasser ce 2 degrés pour minimiser les impacts. Ces efforts-là étaient vraiment en cours avant la pandémie, mais avec la pandémie, il y a eu des changements très importants, certainement quand on pense aux PME avec un focus sur la survie à court terme de l'entreprise, énormément de changements pour les entreprises qui se trouvaient dans des secteurs qui ont été favorisés par la pandémie. Beaucoup de travail. Donc, on a vu de part et d'autre des changements positifs et négatifs suite à la COVID. Mais globalement, si on regarde sur toute la planète, l'évaluation des Nations unies, certainement, c'est que la COVID a un impact négatif sur la capacité d'atteindre l'ensemble des objectifs de développement durable. Puis pour les entreprises, mais ça varie d'une entreprise à l'autre. Donc, ça nous amène à vous poser la question suivante sur un petit sondage Zoom. Est-ce que la pandémie a eu un impact sur votre engagement à intégrer les enjeux environnementaux dans votre stratégie d'affaires? Et on se demande si c'était un engagement, si ça a eu un impact positif ou négatif sur votre engagement environnemental. Alors, on peut lancer le petit sondage. Est-ce qu'on a vu chez vous, dans votre entreprise, un arrêt complet des activités dites vertes, un ralentissement important, un ralentissement mineur, aucun impact sur votre engagement environnemental, une accélération mineure, une accélération importante, ou ça reste quand même difficile à évaluer? Donc, Élise, je vais te laisser le soin, là, quand les gens auront répondu, de nous montrer les réponses. Voilà les résultats. Donc, bon, très bonne nouvelle. On n'a pas vu d'arrêt complet des activités dites vertes. Excellente nouvelle. Aucun impact à 38 %. Une accélération importante pour 8 %, une accélération quand même mineure, mais une accélération pour à peu près 20 % ici des entreprises. Quand même difficile à évaluer, on peut comprendre. Ce qu'on regarde, nous, c'est les indices. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la relance verte? On voit là, déjà, les gouvernements sont en train un peu d'évaluer ce qui va se passer avec la relance. Et il y a une crainte à l'heure actuelle que la relance ait un impact négatif sur les changements climatiques ou sur l'engagement à réduire les GES. Mais si on regarde ce qui se passe un peu du côté de différentes parties prenantes, pour ce qui est des consommateurs, la pandémie, elle a quand même eu un impact sur leur engagement vis-à-vis le développement durable. Donc, l'Observatoire de la consommation responsable nous dit qu'environ 22 % des consommateurs prennent des gestes plus responsables. On le voit, par exemple, dans l'achat local chez nous, le panier bleu, c'est des exemples concrets. On voit aussi la mobilisation, par exemple, ici, la Fédération des chambres de commerce du Québec qui, déjà, là, au sortir du premier confinement, soulignait combien les paradigmes sont en train de changer et combien les éléments de développement durable vont être intégrés. Donc, le moment semble tout à fait propice pour que le Québec puisse vraiment accélérer l'économie sobre en carbone à plusieurs niveaux, en complément à ce que Pascal a mentionné tout à l'heure au niveau de l'engagement des gouvernements. Et pourquoi ici au Québec, on est si bien positionné? Mais on est un des seuls pays à l'heure actuelle qui produit déjà de l'énergie qui est tout près de 100 % renouvelable. Donc, la plupart des pays s'engagent à produire de l'énergie renouvelable d'ici 2035. Nous, on est déjà là et c'est un atout qu'on peut utiliser pour aller inscrire nos produits dans des chaînes d'approvisionnement globales et aider le monde, si on veut, à se décarboniser. On vous montre deux exemples ici. Par exemple, l'aluminium québécois, comparativement à l'aluminium de Russie, de Chine ou du Moyen-Orient, a une empreinte carbone beaucoup plus faible. Et c'est la même chose quand on regarde un centre de données qui s'installe au Québec par rapport à s'installer au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Donc, il y a eu une annonce très récemment de Google qui va installer un grand centre de données à Beauharnois.
Mais les entreprises comme Google qui souhaitent décarboner leur empreinte voient dans le Québec un endroit vraiment idéal pour venir s'installer. Et ça, c'est quelque chose que toute entreprise québécoise qui est déjà installée chez nous, qu'on soit un petit atelier de menuiserie n'importe où, dans une des 17 régions administratives du Québec ou un grand producteur de lingots d'aluminium, cet avantage électrique fait en sorte qu'on possiblement on produit ou on met en marché un produit qui est plus vert que beaucoup de leurs concurrents dans le monde à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant pour les entreprises qui sont vertes et qui s'engagent à réduire leur impact environnemental, c'est l'attrait pour le talent. C'est très difficile de garder notre talent à l'heure actuelle et la mobilisation des employés vis-à-vis l'engagement environnemental est très important. On a ici 2 exemples. La planète s'invite au travail. Il y a plus que 1,2 million de travailleurs québécois qui ont pris part à ce grand mouvement. Mais aussi intéressant, en Europe, le manifeste étudiant pour un réveil écologique, plus de 30 000 étudiants ont signé un manifeste dans lequel ils s'engagent à ne pas travailler pour une entreprise qui n'est pas verte. Donc, c'est vraiment intéressant. Ils se disent, pourquoi aller travailler en vélo? Si rendu là, mon entreprise pollue, je ne ferai pas ça. Et ce qu'on voit chez les PME, pour ce qui est de la réduction des gaz à effet de serre et l'engagement environnemental, souvent, les PME mentionnent qu'elles manquent de connaissances. Bien, ici, dans nos universités québécoises, dans toutes les universités, que ce soit Concordia, McGill, HEC, Université Laval ou UQAM, il y a des regroupements de jeunes diplômés en gestion formés en développement durable. Et aller recruter ces jeunes diplômés-là, c'est une façon rapide là, de s'adjoindre des connaissances en développement durable dans son entreprise. Et c'est pourquoi ces regroupements-là de jeunes supportent l'initiative PME sobre en carbone, comme c'est le cas pour le Conseil canadien de la jeunesse pour le développement durable en affaires. Donc, si vous voulez en savoir plus sur pourquoi réduire ces émissions de gaz à effet de serre et réfléchir aux bonnes raisons pour votre entreprise à vous de réduire vos propres émissions de gaz à effet de serre, faire un peu votre business case ou votre argumentaire commercial, joignez-vous à nous le 16 juin prochain. On a un atelier interactif où vous allez vraiment pouvoir figurer votre business case à vous, votre argumentaire commercial pour votre PME. Donc, une fois qu'on a bien compris pourquoi les réduire, ce qui nous intéresse avec PME sobre en carbone, c'est de voir comment les réduire. Pascal? Merci Anne-Josée. Alors, la première étape pour pouvoir réduire ces émissions de gaz à effet de serre, c'est de comprendre où est-ce qu'elles sont. Ici, on a une représentation des émissions de gaz à effet de serre par secteur au niveau du Québec. Et on peut mettre en parallèle, d'un côté, le secteur industriel au sens très large, en incluant les activités agricoles et de gestion des déchets, qui représentent 44% des émissions totales, qui sont équivalentes en quelque sorte au secteur des transports, donc qui lui aussi représente 44%, que ce soit les véhicules personnels ou des marchandises. Donc, en fait, il y a des possibilités de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, bien sûr dans le domaine des transports, mais dans toutes nos autres activités. Alors, ce graphique en forme de spaghetti nous montre en fait les sources, donc les énergies, par exemple, qui sont à l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre. On retrouve bien évidemment le pétrole sur votre gauche, qui est la source principale. Et donc, un des premiers réflexes que l'on a quand on est avec des entreprises et des PME, c'est d'identifier quelles sont les sources d'énergie qui sont utilisées. Et là, on a très souvent des premières pistes pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit le pétrole ou le gaz naturel, au sein de l'entreprise, mais également dans la chaîne de valeur. On regarde très souvent la distribution des produits ou l'approvisionnement pour voir à comment optimiser la consommation d'essence sur ces deux canaux. On notera également que l'hydroélectricité est très faible et, comme le disait Anne-Josée, c'est un atout de nos entreprises d'utiliser l'hydroélectricité. Alors, un des premiers points, c'est faire un inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Suite à votre inscription, on a pu noter que 25% d'entre vous ont déjà réalisé un inventaire. Alors, à quoi sert un inventaire? Eh bien, il permet d'identifier les postes d'émission principaux et donc ceux sur lesquels on a un levier.
ceux sur lesquels on peut agir pour poser des actions et réduire. Ça permet également d'identifier les coûts actuels et à venir liés à la tarification du carbone, et on va en parler un petit peu après. Ça permet de définir des cibles de réduction de nos émissions, vers quoi on veut s'en aller, quels sont nos objectifs. Bien évidemment, de définir des actions à mettre en place. Ça veut dire également voir quels sont les financements disponibles, puisqu'on sait qu'au sein des entreprises, financer des actions est un enjeu. Et puis, ça permet de communiquer aux parties prenantes et ça rejoint une des raisons que vous avez exprimées à travers le sondage, c'est de faire rayonner votre démarche à l'interne, mais aussi à l'externe, vis-à-vis de vos consommateurs, de vos clients ou plus généralement des investisseurs. Alors, un des leviers, c'est de repenser, puis beaucoup d'entre vous le font déjà, l'économie linéaire qui consiste à extraire des ressources, à les transformer, à les produire et celles-ci finissent en déchets avec le lot d'émissions de gaz à effet de serre au sein de cette chaîne-là et de transformer cette vision d'économie linéaire en une économie plus circulaire en refermant des boucles de façon à réduire le prélèvement de matières premières et donc d'optimiser soit à l'interne de l'entreprise ou de réutiliser, de favoriser la réutilisation des produits et à travers les différentes actions qui sont mises en place, eh bien, on est capable de réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre. Une autre façon de regarder ça, c'est le coût. On paye déjà, vous, moi, dans vos entreprises, un surcoût, une forme de taxe qui est liée au marché du carbone ici au Québec, que vous pouvez voir par la petite bande de couleur jaune doré qui se trouve au sommet. Donc, ça représente le pourcentage du coût pour le gaz naturel et pour l'essence que l'on paye lié à la tarification du carbone. Alors, c'est un pourcentage relativement faible, mais qui augmente chaque année mécaniquement de au moins 5% plus le taux d'inflation. Alors, c'est un élément qui motive beaucoup d'entreprises à poser des actions pour voir réduire ces coûts liés à l'énergie. Parmi vos coups de cœur, le défi énergie en immobilier. Donc, effectivement, tout ce qui touche l'efficacité énergétique, c'est très important et ça fait partie des façons clés pour les PME de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand on réduit l'énergie fossile, bien, on réduit les émissions de gaz à effet de serre à la source. Quand on réduit la consommation d'hydroélectricité, ça n'a pas une incidence directe sur la réduction des gaz à effet de serre, mais d'un autre côté, ça permet de libérer des blocs d'énergie renouvelable qu'on peut ensuite réutiliser dans l'économie pour produire des produits avec une faible source d'émissions. Donc, c'est très utile de faire l'efficacité énergétique. Dans l'achat et l'approvisionnement responsable, il y a beaucoup d'occasions d'affaires pour les PME. On voit les gouvernements à l'heure actuelle se doter de nouvelles stratégies. On attend la stratégie gouvernementale en développement durable à l'automne. Beaucoup de cadres de référence en approvisionnement responsable. Donc, pour les PME qui seront vertes, il y aura des occasions d'affaires additionnelles dans les chaînes d'approvisionnement gouvernementales et également, comme entreprise, de mesurer sa propre chaîne d'approvisionnement permet là, de voir où il y a des occasions de réduction de GES potentielles. Également, il y a tout le volet de la régénération, les stratégies de capture carbone, que ce soit des solutions fondées sur la nature, agricoles, technologiques ou une combinaison des deux. Il y a plein d'occasions pour capturer le carbone et ce qui va contribuer en bout de ligne à réduire l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui vont être émises. Donc, comment réduire ces émissions de gaz à effet de serre? On aura un atelier spécifiquement sur ce sujet-là le 21 juillet prochain. Si vous êtes intéressé par le sujet, joignez-vous à nous. Et pourquoi c'est important, toute la réduction des gaz à effet de serre? Mais ça a vraiment une incidence majeure sur la recherche de l'équilibre et la prospérité durable de la planète. À l'heure actuelle, on a une diminution très, très importante de la biodiversité, en même temps que les économies plus matures continuent de croître. Et c'est cette pression-là qu'on essaie de diminuer pour vraiment venir stabiliser les ressources qu'on utilise dans l'économie et les ressources disponibles dans la planète. Si on prend l'exemple du Canada, donc si toute la Terre vivait comme des Canadiens, on aurait besoin de 4,7 planètes par année
pour soutenir nos économies. Donc, on voit tout de suite qu'on consomme en moyenne presque 5 fois trop de ressources. Donc, on aurait vraiment besoin de diminuer les ressources qu'on consomme et ça va aussi contribuer à diminuer les gaz à effet de serre. Les risques environnementaux partout sur la planète ont un impact significatif sur l'économie mondiale. C'est le Forum économique mondial qui le dit. Donc, ici, tous les petits carrés verts, c'est des risques environnementaux qui ont un impact sur l'économie. Et malgré tous ces risques-là, on voit encore beaucoup d'entreprises qui ont de la difficulté à se mobiliser. Donc, la question qu'on se pose, c'est quels sont les freins? J'ai passé la parole là-dessus à Pascal. Merci Anne-Josée. Alors, de la même façon, pour continuer les échanges, on vous invite à mettre dans la boîte conversée, dans le chat, les freins qui pourraient nuire à l'accélération de la transition de votre entreprise. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l'interne? Parce que ne nous cachons pas les yeux, il y a des difficultés, il y a des défis à surmonter. Alors, je vous invite à les mettre dans le chat, dans la boîte conversée. Il n'y a pas encore de défi, alors ce serait bon signe. Engagement de la haute direction, effectivement, ça prend l'engagement de l'entreprise. Les problèmes de logistique, monétaire, oui, on parlait tout à l'heure de besoins de financement. La méthode de calcul des GES, effectivement, ça prend une expertise pour pouvoir faire cet inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Ah, les bénéfices tangibles, visibles. Bon point. Alors, je pense qu'on en a couvert quelques-uns, comme la réduction des coûts. Et vous mentionnez également la sensibilisation des citoyens consommateurs. OK, alors merci beaucoup pour ces freins-là que vous vivez, qui sont réels. On pourrait regarder les freins et se dire on ne va rien faire, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si on ne fait rien, eh bien, cette belle courbe vous montre que plus on attend, plus la pente et donc plus l'effort va être difficile. Si on avait commencé dans les années 2000 à réduire nos émissions de gaz à effet de serre au bon rythme pour rester dans le budget de 2 degrés, eh bien, vous voyez les belles courbes jaunes avec une pente douce. On est rendu à un niveau d'émission où on doit accélérer cette transition-là. Et plus on attend, plus la transition va être difficile puisque notre budget carbone est restreint. Donc, malgré ces difficultés, on doit les dépasser. On observe que plusieurs secteurs ont déjà fait des efforts substantiels. On voit ici une évolution depuis 1990. On voit que dans le secteur industriel au sens large, il y a déjà eu une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a des bons coups qui ont été marqués, mais il y a encore d'autres efforts nécessaires. Et on voit qu'au niveau du transport, là, bien évidemment, il y a beaucoup à réduire sur ce secteur-là. Alors, comment faire concrètement? Eh bien, on vous propose en fait il y a des outils qui existent, et notamment l'outil ACT, ACT, pour Assessing Low Carbon Transition, est un outil qui permet de comprendre sur quelle trajectoire on se situe. C'est un outil qui est fait pour chaque secteur, qui a été développé par l'ADEME, l'Agence française de la transition écologique, et CDP, qui est un organisme à but non lucratif qui gère un système de divulgation d'informations sur l'environnement et le climat. Eh bien, cet outil, ACT, permet à une entreprise d'évaluer l'endroit où elle se trouve. Ça prend en compte son engagement, quelles sont ses intentions pour l'avenir, qu'est-ce qu'elle prévoit de mettre en place, donc concrètement, quel est son plan. Ça regarde également quelles mesures ont déjà été mises en place, quels accomplissements ont donc été réalisés par l'entreprise et quelle est la cohérence d'ensemble. Donc cet outil vient avec un panel d'outils plus détaillés de façon à rendre cela très concret pour pouvoir déterminer où est-ce que l'entreprise se trouve dans cette trajectoire-là. Si vous êtes intéressé à en connaître plus sur la méthodologie ACT, mais surtout à réfléchir à la trajectoire de transition de votre secteur, c'est là où c'est intéressant de vraiment penser que chaque secteur va avoir une contribution différente, comme on a pu voir les différentes courbes, à la décarbonisation de toute l'économie. Donc, piloter sa transition, approche sectorielle et méthodologie ACT sera le sujet de notre atelier du 18 août prochain. Sur les trajectoires de transition et la planification de scénarios, à l'heure actuelle, il y a
énormément d'informations qui commencent à être disponibles. De plus en plus d'informations de la part des investisseurs. On voit ici Mark Carney, on voit le CDP. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les très grandes entreprises rendent de l'information publique pour leurs investisseurs. Donc, quand on est une PME qui œuvre dans un secteur où il y a des grandes entreprises, c'est possible d'avoir accès à l'information sur la planification de scénarios ou des informations utiles pour éclairer notre propre trajectoire de transition. Et c'est un des éléments qu'on veut apporter avec PME sobre en carbone, de favoriser le partage d'informations entre ce qui est disponible pour les grandes entreprises et ce qui est disponible aux PME. Il y a un énorme changement dans le secteur de la finance. L'intégration des enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance est en train de se passer autant du côté des investisseurs que dans le secteur bancaire que du côté des assureurs. Ici, on vous a mis les logos des principales initiatives et on voit là, le nombre, par exemple, celui-ci, c'est l'exemple pour les investisseurs, le nombre d'investisseurs qui s'engagent à intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans leur portfolio d'investissement. Dans le monde entier aujourd'hui, c'est 103 trillions de dollars de portfolio d'investissement où les investisseurs ont dit, mais nous, dans la façon dont on va investir les sommes qui nous sont confiées, on va tenir compte des enjeux environnementaux. Les banques commencent à faire la même chose et les assureurs tiennent compte des enjeux environnementaux et de la capacité d'une entreprise à faire face aux enjeux environnementaux dans la façon dont ils vont fixer les taux d'assurance. Donc, c'est toute de l'information qui est très importante et utile pour les PME. On peut voir ici l'exemple de Desjardins qui s'est engagé dans un objectif de zéro émission nette d'ici 2040. Un autre indice, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Investissement Québec qui a lancé Compétiver, donc des occasions de financement, mais aussi de l'accompagnement et identifier nos entreprises québécoises qui sont des champions verts. Il y a des classes de maîtres. Donc, la prochaine classe de maîtres va être le 26 mai prochain. Si vous voulez aller voir sur le site de Compétiver, une belle façon là, de s'inspirer d'entreprises québécoises gagnantes au niveau environnemental. Et le gouvernement a également mis en place le Fonds Éco-Leader, donc tout un réseau d'agents Éco-Leader dans chacune de vos régions pour vous guider avec un programme de financement pour soutenir l'accompagnement en développement durable, que ce soit pour faire un diagnostic, un plan d'action ou pour de l'accompagnement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de ressources et on va faire un atelier spécifiquement sur la finance durable, l'évolution des exigences des investisseurs, des banques et des assureurs et les ressources à votre disposition le 20 octobre prochain. Donc, c'est un rendez-vous également. Donc, je vais inviter Pascal à résumer un peu les messages clés de notre présentation d'aujourd'hui. Merci Anne-Josée. Donc, très simplement, les PME, vous êtes des vecteurs d'accélération de la transition par votre présence dans le tissu économique au Québec. Le Québec a des atouts significatifs. On a parlé de l'hydroélectricité. Il y a le contexte également politique vers une économie sobre en carbone. Et les changements climatiques, oui, ce sont des défis, mais en même temps, ce sont des occasions d'affaires. Et on a vu des exemples, vos coups de cœur, d'entreprises québécoises qui les saisissent. Donc, notre message, c'est saisissez cette occasion pour accélérer votre transition. Anne-Josée? Mais vous n'êtes pas seul là-dedans. On est là à vos côtés. Donc, c'est un rendez-vous PME-sobre-en-carbone.ca. J'ai parlé de plusieurs de nos rendez-vous. Et puis, à ce point-ci, on va ouvrir le plancher pour vos questions et réponses s'il y a lieu. Jérémy est là pour faciliter les questions et réponses. Donc, vous pouvez utiliser l'outil Q&A ou Q&R, selon que vous êtes en français ou en anglais, au bas de votre écran pour nous poser vos questions. Alors, on a une première question de Clément Hermazewski qui demande dans quelle mesure recommandez-vous aux PME d'utiliser des banques éthiques, donc pas d'investissement dans les énergies fossiles et autres, et de changer de banque si besoin. C'est une excellente question. Veux-tu que je m'y essaye, Anne-Josée? Alors, je pense que la première étape est d'avoir une discussion avec vos conseillers financiers parce que souvent, on n'est pas forcément bien informé de ce qu'il y a à disposition dans les différentes institutions financières.
on va avoir un atelier spécifique qui va mettre de l'avant les mesures et il y a beaucoup d'institutions financières qui ont déjà proposé des placements éthiques et donc la première étape vraiment ayez cette discussion-là. Est-ce que Anne-Josée, tu veux renchérir? Oui, moi, je veux seulement ajouter, quand on regarde les débuts de la finance durable, on avait beaucoup d'investisseurs qui faisaient ce qu'on appelle l'exclusion. Donc, ils décidaient de complètement exclure certaines entreprises de leur portfolio. On avance de plus en plus vers une finance qui est plus stratégique, dans le sens où les gens préfèrent garder parfois un certain intérêt dans une entreprise pour pouvoir venir influencer le conseil d'administration, pour pouvoir démontrer l'importance de la transition verte et puis d'essayer de tirer toutes ces entreprises-là dans la transition. Donc, je suis vraiment d'accord avec Pascal. Lorsqu'on n'est pas à l'aise avec une position ou une autre de notre institution financière, c'est vraiment idéal d'aller en parler, de parler de ses valeurs, de parler comment c'est important, de comprendre où cette institution-là en est elle-même sur sa trajectoire de transition, parce qu'il est fort possible là, que l'entreprise ait pris des engagements qui ne sont peut-être pas encore concrétisés aujourd'hui, mais qui vont être alignés avec vos valeurs et qui vont faire en sorte que vous avez le goût de faire la transition avec votre institution financière plutôt que de complètement l'exclure dès maintenant. Donc, la transition, ce n'est pas quelque chose que chacun va faire tout seul, isolément, et que chacun va réussir si on les met de côté. C'est vraiment, il y a quelque chose de collectif là-dedans où tout le monde, on doit se donner la main puis travailler ensemble pour s'entraider à faire cette transition-là. Merci Anne-Josée. Alors, on a deux questions. La première question, c'est de Brigitte Blais qui demande s'il y a du support pour les PME qui aident les pays en développement à intégrer justement cette transition, donc soit par des projets de plantation d'arbres, soit des projets d'énergie verte. Bien, à la base, PME sobre en carbone a été vraiment conçu pour aider les PME québécoises ici sur le territoire québécois. C'est certain que les compétences et le travail qu'on fait avec les PME peut être applicable ailleurs. Donc, si vous êtes une entreprise québécoise, mais qui aide des entreprises ou une organisation québécoise qui aide des entreprises à l'étranger, vous êtes bienvenus de venir dans nos ateliers, de voir comment ces connaissances-là peuvent vous apporter des connaissances utiles à votre travail ou encore à communiquer avec nous pour voir comment on peut vous aider. Merci Anne-Josée. Alors, on a encore une question d'un spectateur anonyme, une très bonne question. Donc, quels sont les modèles d'évaluation climatique du type Science-Based Target et de divulgation disponibles pour les PME? Et il demande aussi, conseillez-vous le modèle TCFD ou existe-t-il un modèle simplifié? Bien, merci beaucoup. C'est une excellente question. Je suis certaine que Pascal va vouloir aussi ajouter. En fait, TCFD, c'est des recommandations qui sont appliquées et applicables pour des grandes entreprises principalement. Donc, on voit ici toute la communauté d'affaires du Québec qui embrasse les recommandations TCFD quand il vient le temps de faire de la divulgation d'empreinte environnementale pour une grande entreprise. Les Science-Based Targets, ce que ça veut dire, c'est que c'est des objectifs de développement, des objectifs de réduction de gaz à effet de serre alignés avec l'accord de Paris. Donc, c'est très important pour les grandes entreprises et les grands émetteurs d'avoir des objectifs alignés là-dessus. Quand on arrive dans une PME, ce qui est important, c'est de ne pas nécessairement imposer des outils qui ont été conçus pour des très grandes entreprises à une entreprise beaucoup plus petite, qui est de plus petite taille avec moins de ressources. Et c'est pourquoi on est allé choisir la méthodologie ACT, qui est une méthodologie qui s'aligne avec un peu ces meilleures pratiques de TCFD, de Science-Based Targets, mais qui est quand même plus opérationnelle, plus accessible pour des PME. Pascal, peut-être que tu vas ajouter quelque chose? Oui, pour enchérir, Anne-Josée, effectivement, la méthodologie ACT est aussi un outil qui se veut de gestion de cette transition-là. Donc, elle a les doubles facettes de permettre à la fois de communiquer et aussi de pouvoir gérer à l'interne quelles mesures mettre en place, autant vers ses activités propres que dans sa chaîne de valeur, vers ses clients. Alors, l'idée est de de trouver la façon de communiquer la plus adaptée pour les PME et effectivement de ne pas forcément regarder les modèles internationaux qui ont été développés pour des organisations qui ont les ressources à consacrer à la divulgation d'informations à ce niveau-là. Peut-être une dernière question, Jérémy, s'il y en a. Pas de questions pour l'instant. Parfait. Brigitte qui nous remercie.
Bien, on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été parmi nous pour ce webinaire aujourd'hui. On remercie également nos partenaires de diffusion, donc Écotech Québec, organisateur de la Semaine de l'économie verte, le Fonds d'action québécois pour le développement durable, Accélérer 2030 pour le Québec. Merci à la jeunesse qui appuie PME sobre en carbone. On vous invite aussi à rejoindre la communauté Pivot. Donc, c'est une communauté en ligne où vous pouvez partager votre histoire et également vous inspirer d'entrepreneurs québécois et canadiens sur le développement durable et la réduction de gaz à effet de serre. Ce webinaire était présenté grâce à l'appui de Desjardins, financé en partie par le gouvernement du Canada, et à tous nos collaborateurs. Donc, merci beaucoup. En quittant le webinaire, vous allez voir un sondage de retour. Si vous voulez le compléter, on apprécierait beaucoup recevoir votre feedback. Donc, merci et on se retrouve le 16 juin prochain à 10 h pour notre prochain webinaire. Pourquoi réduire ces émissions de gaz à effet de serre? À bientôt.